Bien, bonjour à toutes et à tous. Un grand merci de venir écouter ces quelques minutes avec nous sur le sujet des chatbots. Je m'appelle Gaël de Fourmestro, je travaille pour le groupe ILEM, où j'œuvre sur tout ce qui est stratégie et transformation. Et j'ai le plaisir de présenter aujourd'hui ces quelques slides avec Patrick. Donc Patrick Montier, Head of Digital chez ILEM. Je travaille déjà depuis 1 an sur des sujets un peu innovants et particulièrement les chatbots. Voilà. On va vous faire ça aujourd'hui sans micro. Si jamais vous ne nous entendez pas, n'hésitez pas à nous le dire. Et si vous ne nous entendez pas et que ça ne vous dérange pas, on tâchera de pas trop vous déranger. Chatbot et maturité. Ce qu'on voudrait partager avec vous aujourd'hui sont 2 aspects. Un aspect sur le chatbot en tant que tel. Qu'est-ce que c'est? À quoi ça sert? Comment ça se construit? Et pourquoi est-ce qu'on est relativement convaincu que 2018 est une année où les entreprises, ou en tout cas un certain nombre d'entreprises, ont atteint un niveau de maturité suffisant pour en tirer tous les profits? Tout le monde parle de transformation digitale. Est-ce que la digitalisation est quelque chose de vraiment récent? Pas vraiment. Depuis les années 70 déjà, les premiers logiciels, pas forcément très conviviaux, les premiers ERP, les solutions SaaS, Internet, mobile, avec à chaque fois une expansion de plus en plus rapide, une couverture de plus en plus large et quelques changements de paradigme. Notamment des changements de paradigme très forts sur ces dernières années en termes de mobilité, de device et surtout de niveau d'adaptation de l'utilisateur face à son système d'information. Qu'est-ce que nous dit Gartner? Il nous dit qu'en 2020, une personne lambda passera plus de temps à dialoguer avec un bot qu'avec sa femme. Je serais prêt à faire le pari aujourd'hui que si je demandais à une jeune femme si ce n'est pas déjà le cas en période de Coupe du Monde, je pense que vous me répondriez qu'un homme peut passer plus de temps à dialoguer avec son poste de télé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire aujourd'hui que dans ces changements de paradigme, on arrive à un stade de maturité des technologies où ce n'est plus l'humain qui s'adapte à la machine, mais la machine qui va s'adapter à l'humain et qui va même mimer, voire simuler un comportement au plus proche de nous. Bon nombre d'entre nous, et je me mets dedans, ont certainement déjà dialogué avec un bot sans même le savoir. Donc là, ça veut dire qu'au niveau des interfaces, il y a eu vraiment une vraie évolution là. Effectivement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une interface, à la base, ça reste une interface. Aujourd'hui, l'interface disparaît au profit d'une simulation d'interaction humain-humain. L'objectif derrière ça, c'est quoi? C'est que vous puissiez vous concentrer sur ce qui a vraiment de la valeur pour vous. Le temps d'adaptation à une interface, aussi shadée soit-elle, au final demande un effort qui ne crée pas de valeur directe. Une des grandes révolutions, beaucoup l'ont. C'est ultra complexe et pourtant il n'y a qu'un seul bouton, mais ça reste encore une interface. Aujourd'hui, on arrive à l'ère du bot où il n'y a quasiment plus d'interface. Et donc transition sur les chatbots. On va justement, je vais vous expliquer en quoi consiste un chatbot, les différents types de chatbots, à quoi ils servent, les intérêts d'utiliser un chatbot, comment il fonctionne. On verra quelques cas de figure aussi de chatbot vraiment emblématiques. Et pour finir, on vous montrera un cas d'usage qu'on a mis en place pour un client concernant un chatbot en interne. Alors un chatbot, c'est quoi? Un chatbot, d'abord, un chatbot, c'est la contraction de chat, dialogue et bot, robot. Ce sont au départ des programmes informatiques qui ont été conçus pour simuler un dialogue entre des machines et des humains. Le chatbot, ce n'est pas nouveau, hein. Le premier a été écrit en 1966. Il s'appelait ELIZA. À l'époque, il avait été conçu dans un langage qu'on appelait l'AIML, où le principe était de rentrer toutes les questions et d'avoir toutes les réponses à côté. Donc chaque fois qu'on posait une question, le robot parcourait sa liste et puis il essayait de trouver une réponse, et s'il trouvait une réponse, il disait sa réponse. Mais il ne se souvenait plus du tout de la réponse précédente. On n'avait pas de contexte en fait. Donc c'était purement mécanique et assez bête. Aujourd'hui, le chatbot, comme le disait Gaël, l'énorme intérêt, c'est que son interface utilisateur, elle est ultra simple. C'est juste une interface texte. On appelle ça une interface conversationnelle. On peut aussi le brancher, on peut parler aussi d'assistant vocal, parce qu'une fois qu'on a fait un travail sur un chatbot, on peut très bien
changer de channel et le mettre sur un assistant vocal. Mais en tout cas, l'énorme intérêt, c'est cette interface texte toute simple qui permet de masquer complètement la complexité derrière. Et aujourd'hui, on trouve des chatbots ultra simples, qu'on appelle des chatbots linéaires. Il y a une pléthore de services de chatbots sur Internet, dans le cloud. En quelques minutes, vous pouvez ouvrir et créer votre propre service chatbot. Dans ces cas-là, il s'agit souvent de chatbots de type question-réponse. Donc vraiment FAQ, je pose une question, si je fais hello, je dis bonjour, comment ça va? Enfin, on peut le rentrer très facilement. Ça peut être utile, un chatbot simple, dans les cas de FAQ, plutôt que d'avoir des foires aux questions sur le site Internet. Vous pouvez directement avoir un chatbot qui va vous permettre de dialoguer et de répondre efficacement à des dialogues très simples, mais vous n'allez pas vous écarter en fait, de ce domaine-là, parce qu'en fait, c'est souvent un arbre de décision qui a été préconçu à l'avance, donc très fermé. Et vous avez aussi les chatbots évolués, qu'on appelle non linéaires, qui intègrent un mécanisme de compréhension de l'intention de l'utilisateur. Et ça, c'est très important. Quand je vais donner une phrase en fait, à mon chatbot, le chatbot va essayer de comprendre l'intention. Est-ce qu'il me parle de météo? Est-ce qu'il me parle de ses congés? Est-ce qu'il me parle de ses vacances, etc. Donc, le chatbot peut comprendre en fait, l'intention de l'utilisateur, essayer de trouver les variables dedans. Comme par exemple, j'aimerais bien savoir, est-ce qu'il pleut demain à Lausanne? Est-ce qu'il pleut? Il va savoir il va comprendre en fait, qu'on parle de la météo. Il va comprendre, il va détecter que Lausanne, c'est une variable de lieu et que demain, c'est une date. Donc, avec ces éléments, il va pouvoir traiter la réponse et gérer la réponse. Donc, vraiment, la compréhension de l'intention, et c'est vraiment très important, et on va parler plutôt de cette technologie-là pendant cette présentation. Une petite rétrospective, d'après tous les spécialistes, dont Gartner, Forbes, etc., nous expliquent que dans les années 80, on a eu vraiment l'arrivée des PC, une révolution. Dans les années 90, on a eu Internet avec les sites Internet. Tout le monde avait son site Internet. C'était vraiment la course aux agences de com qui proposaient des sites Internet mutualisés, spécialisés, etc. Dans les années 2000, on a eu l'apparition des mobiles avec des applications mobiles qui soient sociales ou simplement aussi des applications mobiles marketing. Beaucoup de marques voulaient simplement avoir leur application mobile pour être présents sur les stores. Et le futur, d'après les experts, va vraiment être compris par les bots et les agents conversationnels. On va de plus en plus se servir de bots pour pouvoir dialoguer avec des machines et pour avoir des services. Il y a des prévisions qui nous expliquent que par rapport à la révolution qu'on avait eue concernant les sites Internet, dans les années 90 et les années 2000, on va avoir la même révolution pour les chatbots en termes de croissance. Donc il faut vraiment s'y préparer, c'est déjà parti. Et les experts nous expliquent que ça va être vraiment la même, les courbes vont vraiment se suivre. Alors maintenant, pourquoi ce succès? Pourquoi un succès des chatbots? Pourquoi depuis 2 ans, on parle maintenant de chatbots dans les différents, dans la presse, en ligne, tous les jours dans la presse spécialisée, on nous parle de chatbots, comme la blockchain aussi, qui est un autre sujet émergent. Alors pourquoi ce succès? Il y a 4 points en fait, qui expliquent facilement le succès de ces chatbots. Le premier, c'est que sur les applications mobiles, les applications de messagerie sont les applications les plus utilisées. Tout ce qui est WhatsApp, Skype, Messenger, etc., c'est vraiment les applications qu'on ouvre le plus tous les jours. Pour ma part, moi j'ai des adolescents, ils téléchargent quasiment rien en appli. Ils passent leur temps sur leur smartphone qu'avec des systèmes de WhatsApp, de l'Insta ou des choses comme ça. Premier point. Deuxième point, c'est que pour toutes ces messageries, les Skype, Messenger, tous les éditeurs ont ouvert leur messagerie depuis peu à la création de bots. Vous pouvez créer un bot très rapidement avec une solution dans le cloud où vous créez un compte et à ce moment-là, vous pouvez utiliser directement et créer votre bot qui sera en quelques minutes accessible depuis Facebook. Donc ça, c'est le deuxième point. Troisième point, les algorithmes, j'en reviens aux algorithmes de compréhension du langage naturel qu'on appelle NLP, Natural Language Processing, et le sous-domaine qui est le NLU, Natural Language Understanding. Donc ce troisième point est important parce que c'est vraiment un algorithme qui a fait un progrès considérable ces 2 dernières années, et ça marche plutôt très bien. Et le quatrième point, on en revient à l'interface ultra simple qui est disponible sur tous les smartphones, mais aussi sur les desktops, sur les PC, etc. Et aujourd'hui, c'est très facile d'intégrer un chatbot, par exemple, à un site Internet. C'est juste un petit widget, c'est quelques lignes de code, ce qui fait que vous pouvez très rapidement, sur la partie front-end, installer en fait, un chatbot. Des petites statistiques, un graphe qui nous explique que, en fait, que les messageries ont doublé en fait, les applications sociales sur les smartphones.
Alors où est-ce qu'on les trouve? On les trouve dans l'assurance. Récemment, il y a IBM qui a fourni une solution pour les conseillers qui permet d'analyser en temps réel tous les mails qui arrivent, de comprendre l'intention, de comprendre l'humeur aussi du mail de la personne s'il est énervé, de comprendre l'urgence et d'aider les conseillers avec un chatbot en interne directement dans l'assurance pour les assureurs. Dans la banque, maintenant, de plus en plus de banques sortent leurs applications, je vous montrerai un exemple juste après, leur application chatbot qui permet bien sûr d'avoir des relevés de compte, mais aussi de passer des ordres et aussi d'avoir des conseils. Le chatbot peut aussi être proactif. Il peut vous expliquer sur une application de banque que vous feriez mieux de placer votre argent courant sur un autre compte. Voilà. Et on trouve aussi énormément de chatbots dans le domaine du tourisme, comme Airbnb. Airbnb a son appli chatbot qui vous permet de choisir un lieu. Vous voulez partir en week-end à Rome, plutôt que d'appeler, plutôt que de regarder, faire une recherche classique sur Internet. Vous avez un chatbot, vous expliquez que vous cherchez un logement à Rome, et le chatbot dialogue avec vous. Est-ce que vous voulez une vue? Quelle taille de lit? Est-ce que vous souhaitez être proche des commerces? Etc. Et dans les commerces, bien sûr, dans tout ce qui est les solutions e-commerce, vous êtes sûrement habitué à voir les petits live chats, vous savez, les petits pop-up où les téléconseillers peuvent vous demander si vous avez besoin d'aide. De plus en plus souvent, en fait, ces petits live chats sont en train d'être remplacés par des chatbots qui peuvent automatiser des questions simples et vous aider à vous guider et à trouver les produits qui vous correspondent. Et ensuite, on les retrouve dans les loisirs, dans les services, dans la santé aussi. Il y a de plus en plus de coachs, d'applications qui vous permettent en fait, de suivre par exemple vos traitements, d'avoir un reminder, d'avoir des informations et de suivre votre propre santé. Et en fait, c'est un coach personnel que vous avez dans la poche, embarqué dans votre application mobile. Et en entreprise, c'est ce qui nous concerne aujourd'hui, on va vraiment vous parler des chatbots, en quoi un chatbot est intéressant dans une entreprise. Quel service il peut apporter aux employés. À quoi sert-il? En premier lieu, il sert à informer. Un chatbot sert à informer. Je reviens au FAQ, si vous voulez avoir des réponses sur les délais de livraison, sur peu importe, en fait, directement, en connectant un chatbot sur les FAQ, vous avez des informations. Pour un voyage, des horaires de vol, etc. Le chatbot peut vraiment facilement répondre. Ensuite, il y a vraiment une notion de conseil. Si par exemple, je souhaite, moi, un dimanche soir, acheter un nouvel ordinateur parce que j'adore jouer et que j'ai envie vraiment d'avoir la config qui me correspond, je peux à ce moment-là aller sur un site e-commerce spécialisé dans la vente de matériel informatique et le chatbot va pouvoir me poser des questions sur le type de jeu, le type de carte graphique, carte mère, etc. Et il va pouvoir vraiment me conseiller, il va pouvoir m'envoyer des liens vers de l'information et il va pouvoir aussi préparer un bon de commande ou un devis ou même on va pouvoir commander directement. Voilà. Et vendre différemment, le chatbot permet de vendre différemment parce que le chatbot il est disponible 24 heures sur 24. Donc vous n'avez pas besoin de présence humaine. Si je veux commander mon article le dimanche soir, j'ai aucun souci pour ça. Et le point très important, c'est que le chatbot, il ne faut pas oublier que quand vous vous connectez sur un chatbot, généralement Messenger, il vous connaît. Donc il peut très bien comprendre en fait, les commandes que j'ai déjà passées par la suite. Et il peut très bien me donner des conseils. C'est pour ça que le chatbot peut collecter des informations vraiment très utiles. Et si je collecte toutes ces informations sur de big data, je peux même faire de la prédiction. Je peux même apprendre au moment où le chatbot va pouvoir savoir que l'utilisateur est prêt à passer à l'acte d'achat. Et enfin, fidéliser. Le chatbot permet vraiment d'avoir cette notion de coach, d'assistant personnel dans votre poche, et qui vous permet de revenir. Si vous avez passé par exemple commande sur un site e-commerce et que vous voulez avoir des informations concernant votre produit qui n'arrive pas, le chatbot peut très bien vous identifier et vous dire « Bonjour Patrick, concernant votre commande, je regrette de vous dire qu'on aura une semaine de retard. Est-ce que vous souhaitez vous faire livrer chez vous ou au magasin ?» Donc c'est vraiment un moyen en fait, de revenir. Le chatbot permet vraiment de créer du lien avec l'utilisateur et de revenir et de retrouver des informations. Un exemple, Airbnb. Donc Airbnb, comme je vous l'expliquais, c'est un exemple parmi d'autres. Maintenant, tous les bookings, etc., ils ont tous leur chatbot. C'est une application vraiment très simple. Donc, j'ai rien à télécharger parce que finalement, je vais utiliser Messenger. Je vais aller je vais rechercher Booking. Je vais directement me connecter. Dès que je me suis connecté, il va me faire Hello et il va commencer à engager la conversation. Et c'est là où je vais pouvoir lui demander, je recherche une chambre, par exemple, dans telle ville ou telle période. Et il va me demander
Voilà, la vue, quel type de commerce je souhaite à côté. Il va pouvoir me donner des informations. Je vais pouvoir finaliser la transaction directement avec le chatbot. Donc ça veut dire que je vais pouvoir payer ou pouvoir le réserver. Mais l'intérêt aussi, c'est qu'une fois que je suis dans le lieu, une fois que j'ai réservé ma chambre à Rome, je vais pouvoir continuer de me connecter avec le chatbot et je vais avoir d'autres informations. Par exemple, le mot de passe du Wi-Fi. Je vais avoir des informations pratiques concernant le bus le plus proche, voilà, où se trouve la machine à laver. Bon. Et du coup, vous voyez l'interaction et l'idée en fait, du chatbot, c'est vraiment de créer du lien, d'avoir avec une simple interface. Là, on a quoi? On a juste du texte et on a juste un carrousel d'images. Avec ces simples interfaces, quel que soit le type de téléphone, qu'on soit sur tablette, téléphone, Android, iPhone, etc., on retrouve des services qui sont ultra simples à utiliser pour l'utilisateur. Un autre service, voilà, le coach bancaire, donc connaître son solde, mais aussi connaître son solde de crédit, voir si on est plutôt bien noté si on souhaite faire un crédit. On peut faire une demande de prêt, on peut signaler aussi la perte de sa carte. Et surtout, on a des conseils personnalisés. Le bot est capable de vous dire que vous devriez mettre de l'argent sur tel compte, parce que là, il n'y a pas d'intérêt à le laisser trop sur le compte courant qui n'est pas rémunéré. Et vous pouvez aussi poser la question au bot, combien puis-je dépenser ce week-end? Et là, il va vous faire une réponse intelligente. Et ce service, il est disponible sur Google Home, Alexa, SMS, Facebook, etc. C'est ce qu'on appelle des channels. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez réalisé votre chatbot, vous pouvez très bien le déployer sur différents channels. Le chatbot en entreprise. Alors effectivement, en entreprise, le chatbot, on a vu qu'il pouvait faire plein de choses. On a aussi vu que l'année 2018 considérait que les entreprises étaient à maturité. Quelles sont les conditions pour qu'un chatbot déploie tout son potentiel en entreprise? Déjà, quel est le but d'un chatbot? Donner du pouvoir à son utilisateur. C'est une interface qui va vous permettre de faire le lien très facilement entre des informations RH, des informations d'agenda, des informations d'actualité, de météo. Bref, vous allez pouvoir gagner énormément de temps, déranger un minimum de monde et vous concentrer sur ce que vous devez faire. C'est un assistant pour les collaborateurs qui va effectivement répondre aux problématiques de l'automatisation des tâches dites à faible valeur ajoutée, qui va répondre à toutes les questions répétitives que malgré toutes les documentations que vous aurez pu faire, que personne ne lit et qu'on vous repose à chaque fois, ce coup-ci on ne vous les reposera pas. Et ça collecte également le comportement réel des utilisateurs. En fonction des questions qu'ils posent ou qu'ils ne posent pas, ça va être une source d'informations qui va vous permettre de développer ou d'arrêter certains types de services ou d'améliorer un certain type de processus lorsque vous revoyez la manière de fonctionner de l'entreprise et faire le lien entre le fonctionnement théorique, celui qui est décrit sur les processus d'entreprise, et le fonctionnement réel, ce que les gens font vraiment. Le chatbot, c'est une partie visible de ce que tout le monde appelle la transformation digitale, un élément effectivement visible qui fait que ce n'est plus à l'humain de s'adapter, mais c'est la technologie qui s'adapte au comportement de l'humain et qui masque une grande complexité technologique derrière dont l'utilisateur n'a absolument pas de raison valable de se soucier. Ce dont il a besoin, c'est de pouvoir accéder à l'information juste de la manière la plus simple et rapide qui soit. Mais c'est aussi la partie visible d'une autre transformation. Parce que qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on veut vraiment donner du pouvoir à son utilisateur? C'est ça le but de l'efficacité et de l'agilité aujourd'hui en entreprise. La nouvelle monnaie aujourd'hui sur le marché, ce n'est pas le dollar, ce n'est pas l'euro, c'est la vitesse. Pour être rapide et agile, il faut du leadership. Et pour mettre en place et générer du leadership, il faut une vision, il faut inspirer et embarquer, il faut conduire le changement et ouvrir le champ des possibles, ce qu'on appelle en anglais « empower people ». C'est ça, ce à quoi le chatbot contribue. Si vous ne faites que ça, vous ouvrez le champ des possibles à vos utilisateurs, et si vous n'avez pas mis en place le reste, vous allez leur démontrer beaucoup plus rapidement toutes les limitations que l'organisation met devant eux, donc vous allez créer de la frustration un peu plus vite.
Qu'est-ce que ça veut dire derrière? Ça veut dire que si vous opérez cette transformation que beaucoup d'entreprises ont déjà entrepris, vous allez mettre en place toute la congruence qui permettra de faire ce qu'on appelle la règle des 3 P, protection plus permission égale puissance. Vous allez mettre en puissance vos équipes. Pour ça, il faut des terrains de jeu clairs. Il faut une vision qui va inspirer et embarquer. Il faut une mission claire, que les gens sachent ce à quoi ils doivent contribuer, de manière à ce qu'eux-mêmes puissent développer leur propre leadership en alignement avec le projet d'entreprise et les ambitions qui vont avec. Et là, vous allez commencer à pouvoir définir les rôles et les organisations qui vont avec. À ce moment-là, le chatbot, lui, il va prendre tout son sens. Vous ouvrez le champ des possibles. Il faut que ce soit aligné avec le terrain de jeu dans lequel vos collègues sont autorisés et autorisés à échouer. Maintenant, est-ce que ça veut dire que vous ne devez surtout pas mettre en place un chatbot si vous n'avez pas entrepris une transformation d'entreprise? Non. Non, ça peut être la première étape. La première étape facile qui va être de générer une partie de ce leadership pour arriver vers ces organisations qu'on appelle 4.0 qui elles-mêmes mettent l'individu en puissance qui va masquer la complexité organisationnelle de l'entreprise. Vos clients, excusez-moi du terme, s'en foutent de savoir si c'est compliqué ou pas de délivrer le service dont ils ont besoin. Et ce n'est pas ça qui va rendre le service ou le produit que vous vendez avec une plus grande valeur parce que c'est compliqué à faire. Donc le chatbot, en fait, peut être une porte d'entrée qui va vous permettre d'arriver plus vite, d'inspirer et d'embarquer, et de continuer ce voyage vers une organisation agile. Et donc, quand tu parlais justement de masquer la complexité, justement, voilà un exemple. Souvent, on dit que faire simple, c'est compliqué. Et effectivement, si on veut avoir l'interface la plus simple possible pour les utilisateurs, pour qu'ils puissent travailler, leur amener un maximum de services, derrière, il va falloir travailler sur les données. Ici, quand je demande de la météo, quand je demande des informations sur tout ce qui est RH, ou quand je demande des informations sur un ticket, par exemple, si je dois ouvrir un ticket sur du helpdesk, derrière, le bot framework, lui, il va interroger tout un tas de services. Par exemple, la base de données, il va peut-être aller chercher des bases de données des informations dans la base de données, peut-être aussi des news, des actualités sur le serveur on-premise, parce que celui-là, il fait aussi serveur Internet. Il va peut-être s'adresser directement au logiciel de service desk. Il va demander à l'utilisateur de s'authentifier une fois, ce qu'on appelle l'authentification SSO, ce qui fait qu'une fois qu'on est identifié, à ce moment-là, on peut accéder à tous ces services. Il va s'adresser à un moteur d'intention. Un moteur d'intention, c'est ce qui permet de reconnaître justement l'intention, tout ce qui est NLU et NLP dont je vous ai parlé au début. Il va pouvoir peut-être aussi s'adresser sur des informations ou des services qui sont dans le cloud directement, et de plus en plus. Et aussi des API externes, parce que quand on demande la météo à un bot, on n'a pas forcément l'information en interne, donc c'est un service spécialisé, donc on va demander les informations directement sur les API externes. En résumé, en fait, là, le chatbot a vraiment des avantages. C'est un service qui est accessible pour tous, facilement, sur tout type de support, 24 heures sur 24. Peu importe le système, que vous soyez sur de l'Apple, sur du gros système, sur de l'Android, etc. Vous pouvez, du Windows, vous pouvez accéder en fait à ces services. Et il est aussi évolutif. Il permet d'engager en fait l'employé. Pourquoi? Parce que le chatbot permet de collecter des informations. Et il apprend au fur et à mesure. Non seulement il apprend à se corriger, alors quand il apprend à se corriger, c'est une intervention humaine derrière. Il y a un humain, il y a un data scientist qui vient entraîner le bot pour le reconnaître des nouvelles phrases. Mais pour les services, par exemple, qui sont pas encore codés dans une entreprise, et pour lesquels il y a beaucoup de demandes, on va pouvoir collecter les informations au niveau du chatbot. Si de plus en plus d'employés demandent des informations, par exemple, j'aimerais avoir la carte de la cantine ce midi, si on voit arriver dans le chatbot ce type d'informations de plus en plus, on va peut-être se dire, tiens, il serait peut-être intéressant de créer ce nouveau service. Donc c'est vraiment un service évolutif qui, au final, commence à construire une base de connaissances aussi au niveau de l'entreprise. Les domaines de prédilection dans l'entreprise, si on veut démarrer, c'est surtout au niveau des RH et de l'admin. Pourquoi? Parce qu'on a vraiment beaucoup d'informations. Pour qu'un chatbot marche correctement, il faut qu'on puisse avoir de l'information derrière. Nous arrive à nous dire à nos clients, des fois, qui nous demandent un chatbot, on ne peut pas le faire parce qu'on n'a pas suffisamment d'informations. Parce que le chatbot est là pour automatiser des services, donc il doit avoir de la data derrière.
Et les RH, c'est un très bon cas d'exemple. Par exemple, un service chatbot externe qui permet de montrer les offres d'emploi. C'est-à-dire que les gens qui veulent postuler, ils vont pouvoir échanger avec le chatbot sur le lieu, la rémunération, le type de fonction, etc. L'expérience. Donc ça, c'est un premier point. Il y en a même qui font des tests de personnalité maintenant avec des chatbots pour simplifier en fait, et préparer en fait, les dossiers. Mais vous pouvez avoir aussi des questions liées à la paye. Ou alors connaître vos restes de jours de congé, par exemple. C'est plus simple de le demander directement au chatbot qui vous aura déjà authentifié, plutôt que de prendre le service, le téléphone et demander à l'assistante qui, elle, n'a pas le temps forcément de vous répondre. Vous pouvez aussi avoir des informations très utiles. Comment je fais pour me parquer, comment je fais pour... j'arrive dans l'entreprise, comment je fais pour rédiger une note de frais, par exemple. Les chatbots vous permettent aussi, dans des outils collaboratifs comme Slack ou Teams, d'avoir un chatbot qui va vous répondre directement et vous aider. Par exemple, vous allez pouvoir lui demander « J'aimerais organiser demain une réunion avec Pierre-Paul Jacques, peux-tu me trouver un horaire et une salle ?» Le chatbot sait parfaitement le faire aujourd'hui parce qu'il a accès au calendrier de tout le monde. Et enfin, le service desk, c'est vraiment aussi un domaine qui est vraiment très utile et très apprécié justement pour le chatbot parce que ça permet d'automatiser toutes les tâches de niveau 1. Typiquement, les réinitialisations de password. Je rentre de congé, j'ai oublié mon mot de passe, il est périmé. Ça ne sert à rien que j'ouvre un ticket qui peut être souvent coûteux dans une entreprise d'ouvrir un ticket. Il suffit que je le demande à mon chatbot, il m'a déjà identifié, il va pouvoir me créer un nouveau mot de passe pour une nouvelle application. Et enfin, je peux aussi ouvrir un ticket et suivre mes tickets. Sur un chatbot qu'on a mis en place, on sait détecter l'humeur de la personne. Si on sent que le chatbot commence à agacer l'utilisateur parce qu'il ne trouve pas son information, on peut le détecter et on peut lui passer soit quelqu'un, soit on peut directement lui ouvrir un ticket. Juste un peu de technique. Ce qui se passe quand un utilisateur pose une question au niveau du chatbot, la question arrive dans un moteur conversationnel. C'est vraiment le cœur du chatbot, c'est la logique, c'est le code en fait. Donc la question arrive au niveau du code, la question va être donnée à un moteur de langage naturel, qui peut être du LUIS pour Microsoft, mais qui peut être aussi du IBM Watson Assistant, qui peut être aussi du Google. Enfin, il y a plein de solutions. On peut vraiment coupler aujourd'hui cette partie NNU avec plein de solutions. La partie NNU va essayer de comprendre, d'analyser la phrase et de savoir dans quel contexte et quelle intention l'utilisateur me parle. Est-ce qu'il me parle de congé? Est-ce qu'il me parle de météo? S'il me parle de météo, si je reviens à mon exemple, est-ce qu'il va faire beau demain à Lausanne? À ce moment-là, le moteur NNU va pouvoir renvoyer au bot en disant « Ok, il me parle de météo avec Lausanne et demain. Maintenant, débrouille-toi avec ces données. » Le moteur, lui, il va calculer la meilleure réponse et il va appeler en fait une API externe pour avoir la météo sur Lausanne et la date de demain. Et je vais pouvoir, comme ça, le moteur va pouvoir fabriquer la phrase, formuler la phrase de réponse directement à l'utilisateur. Donc, quand on parle de chatbot, il faut bien comprendre que c'est un ensemble en fait, de briques techniques qui peuvent être dissociées. Ce n'est pas parce qu'on est dans une technologie complètement full Microsoft qu'on est obligé de travailler avec la brique NNU de Microsoft. On peut travailler avec d'autres services. Un exemple ici, qui pourrait garder mon chat samedi pendant une semaine? Ici, l'intention, c'est de garder un animal. Le chatbot va pouvoir, on va enseigner au chatbot en disant voilà, l'intention, c'est garder un animal. Donc, je vais créer mon intention dans mon interface de chatbot et je vais, avec ma souris, je vais cliquer sur chat. Je vais dire ça, c'est une donnée de type animal. Mardi, c'est une date et une semaine, c'est une durée. Et je vais pouvoir, comme ça, lui rentrer plusieurs phrases qui va permettre en fait, au bot de comprendre et de s'améliorer dans la compréhension de l'intention de l'utilisateur. Et le contexte, très intéressant, ce qui n'existait pas avec les premières technologies de chatbot, c'est de se souvenir de quoi l'utilisateur est en train de me parler. Si je lui demande qui pourrait garder mon chat samedi pendant une semaine, et puis il me répond, je vais me renseigner. Si je lui demande juste derrière, et mon chien, si j'ai bien programmé en fait, le système, il sait que je suis toujours dans l'intention de garder un animal. Donc c'est vraiment important, ces notions de contexte. Juste un exemple, là, typiquement, c'est vraiment une impression d'écran d'un exercice qu'on avait déjà réalisé pour un hackathon. Des différents moyens d'apprendre. C'est vraiment on est dans du machine learning, on nourrit en fait le système avec des phrases qui permettent vraiment au bot de comprendre l'intention, dans ce cas-là, de garder un animal. Voilà, donc on va faire vraiment apprendre le système grâce à des phrases qui ne sont pas préenregistrées. Parce que ensuite, si j'ai des phrases qui ne sont pas exactement les mêmes, le bot, avec son système d'intelligence de machine learning, va pouvoir
comprendre qu'il s'agit de cette intention-là. Maintenant, on va vous parler d'un cas d'exemple qu'on a mis en place pour un de nos clients sur Genève, une entreprise internationale dans le domaine du service. Le client souhaitait un partenaire pour mettre en place un chatbot intégré dans une application mobile. Il voulait que le canal, là on parle de canal, soit directement dans l'application mobile. Donc on a développé l'application mobile avec différents services et on a intégré directement le chatbot dessus. L'idée, c'était aussi que tous les salariés qui soient au siège, dans les filiales ou même sur le terrain puissent avoir accès au même niveau d'information grâce à l'application mobile. C'était vraiment les data in the pocket en fait. Et les caractéristiques, en fait, les demandes qui nous avaient été soumises, c'était d'avoir un service qui permet de réinitialiser du mot de passe, avec du ServiceNow, un service pour avoir vraiment des informations utiles de type FAQ, d'avoir aussi des acronymes, parce que c'est une entreprise internationale avec énormément d'acronymes. Donc on peut lui demander que veut dire ITU, par exemple. De trouver aussi directement les policies. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'ai le droit, par exemple, d'amener mon portable au travail? Quelle est la politique de la société en termes de BOD? Donc du coup, je peux directement interroger le chatbot et lui peut me répondre en disant « vous avez le droit de connecter telle partie sur tel réseau ». Je peux directement aussi demander à mon chatbot qui est le responsable du service logistique à Toronto. Donc ça, c'est aussi une question que je peux poser au chatbot. Et à ce moment-là, le chatbot me répond avec un carrousel en fait, d'images et je peux avoir directement les informations. Et je peux aussi me connecter au helpdesk, je peux aussi ouvrir un ticket, suivre mes tickets et je peux aussi avoir des services utiles comme la météo, faire de la conversion de monnaie, savoir quelle heure il est en fait, à l'autre bout de la planète. Voilà. Et l'intérêt aussi qu'on avait pour ce type de cas d'usage, c'était de remonter la satisfaction utilisateur. Ok, on met un chatbot, mais comment être sûr que le chatbot est vraiment populaire et vraiment utilisé auprès des utilisateurs? Est-ce qu'ils sont satisfaits en fait, du service? Donc on a mis un système de push down et push up comme Facebook à chaque réponse du bot. Et à chaque fois que l'utilisateur a sa réponse, il peut noter en fait, la réponse du bot. Et ça nous permet, nous, avec des statistiques, de connaître directement et d'améliorer les services qui doivent être améliorés. Un petit peu d'architecture. Comme je vous le disais, le bot est directement intégré dans l'application mobile. L'utilisateur se connecte sur Azure AD. Une fois qu'il est connecté, il n'a plus besoin de se reconnecter. Il a accès à tous les services depuis son chatbot. On dialogue avec un bot framework dans l'univers Microsoft qui fait appel à des API REST. Et après, on retrouve Louis pour la partie intention. On va retrouver les briques test API pour la partie humeur. La persistance des données, on voulait quand même enregistrer les données directement dans une base SQL. Anonyme pour être compatible GDPR. Et on se servit aussi du service Q&A de Microsoft pour enregistrer tout ce qui est FAQ, acronyme et small talk. Les small talk dans les bots, c'est les petites questions. Qui es-tu? Est-ce que tu es réel? Où habites-tu? Quelle est ta couleur préférée? Voilà, ça permet de créer une personnalité aussi du bot. Et Graph API de Microsoft est vraiment l'API qu'on a utilisée et qui nous permet dans le monde Microsoft d'aller chercher des informations de type calendrier, de type Yammer, sur les mails, etc. Et sur le directory. Voilà un exemple d'architecture. Je regarde un peu au niveau, je vais accélérer un petit peu, des exemples réels en fait. Donc en fonction de l'heure à laquelle on se connecte, le chatbot va pouvoir vous donner des informations différentes, good morning, good evening, etc. Et aussi en fonction du fait si vous êtes connecté la première fois ou pas la première fois, le chatbot le sait et va vous répondre un peu différemment. Là, typiquement, je peux lui demander des blagues d'ailleurs, je peux lui dire « Who is Martin ?» il va me chercher directement les fiches individuelles des différentes personnes. Et je peux lui demander aussi, par exemple, quand est mon prochain rendez-vous? When is my next meeting? Et à ce moment-là, il va pouvoir me répondre avec des informations sur la date, le lieu et avec qui. Mais on pourrait aller au-delà, il y a la météo aussi, mais on pourrait aller au-delà pour les services de réservation de salles, de voitures, etc. Quelques mots sur la méthodologie. La clé du succès, c'était vraiment d'intégrer l'utilisateur dès le début, d'avoir une approche user-centric. C'est-à-dire que dès le début du projet, on a fait des interviews, ce qui était d'ailleurs du challenge, parce que pendant qu'on développait, il y avait les interviews des utilisateurs. On interviewait les utilisateurs au siège, mais aussi partout dans les filiales dans le monde, pour savoir ce qu'ils voulaient exactement. On a fait des workshops avec des fonctionnalités pour cerner vraiment le périmètre fonctionnel. On a constitué ensuite les dialogues au niveau des conversations. Aujourd'hui, vous avez des outils de mock-up qui vous permet de construire vos dialogues directement. Et on a travaillé avec des partenaires experts en UX,
en user experience, qui ont travaillé sur la personnalité du bot, sur le ton à lui donner. C'est important aussi, pour ne pas froisser aussi certains pays qui n'aimeraient pas peut-être qu'on leur parle trop directement. Le nom du bot, la personnalité du bot. On a travaillé aussi en interne sur des éléments de communication, parce qu'il faut aussi pouvoir vendre en fait, le bot aussi en interne, pour pouvoir avoir l'adhésion des employés. Et on a fait le développement en mode agile, service par service, avec des cycles itératifs. Et à la fin, on a vraiment fait des tests utilisateurs au niveau du bot. Et on a respecté la règle du bot, c'est-à-dire que quand vous déployez un service bot dans un service, en règle générale, il faut commencer par le tester par des petits groupes d'utilisateurs. Parce que comme on corrige, en fait, à chaque fois, on va entraîner le bot. Si vous avez d'un coup 200 personnes qui vont se connecter, il va y avoir trop de cas de figure à corriger, ça va générer de la frustration. Alors que si on corrige au fur et à mesure et qu'on agrandit en fait, le nombre de personnes qui vont l'utiliser, on va avoir vraiment une acceptation et une satisfaction beaucoup plus importante de la part des utilisateurs. Les facteurs clés du succès, c'est dans une entreprise, c'est trouver un sponsor. Il faut vraiment que dans l'entreprise, il y ait quelqu'un qui soit porteur du projet, motivé. Généralement, c'est quelqu'un, pour notre cas, c'est quelqu'un qui avait bidouillé une solution dans son coin, qui l'avait montré à son boss. Mais trouver un sponsor, c'est vraiment important. Démarrer avec un POC sur un périmètre restreint. Les RH, c'est vraiment parfait pour ça, parce qu'il y a de la matière. Avoir une approche centrée utilisateur. Avoir une équipe d'experts. Monter en fait un premier bot ultra simple sur du cloud. Là, il n'y a pas besoin d'experts, vous mettez des questions-réponses. Mais si vous voulez faire un service vraiment d'entreprise, vous aurez besoin d'un data scientist qui va travailler sur les données pour pouvoir entraîner le bot. Vous allez avoir besoin de développeurs qui vont aller chercher les API, qui va se connecter des API pour avoir les informations, d'un chef de projet. Et nous, on a travaillé avec des experts en UX pour tout ce qui est personnalité du bot et tout ce qui est interfaçage avec les utilisateurs. Et un développement en agile, très, très important aussi, pour qu'on puisse rapidement avoir du résultat et qu'on puisse rapidement intégrer le client dans la boucle et pouvoir s'adapter. L'évolution, pour cette année, ça va être vraiment la progression très importante des assistants vocaux. Alors, bonne nouvelle, une fois que vous avez développé votre bot, toutes les solutions IBM, toutes les solutions GAFA vous proposent de le déployer sur un assistant vocal. Ça marche bien, à part quelques adaptations, parce qu'il n'y a pas de carrousel d'image, vous comprendrez bien sur un assistant vocal. Des offres toujours plus complètes. Microsoft, IBM, Google se tirent un peu la bourre pour avoir des solutions de plus en plus complètes. Pendant notre projet, on a eu 3 versions différentes de Microsoft Louis, par exemple. Et les évolutions de chatbot qui vont vraiment continuer d'évoluer. Aujourd'hui, ce qu'on peut reprocher un peu de chatbots, même s'il reconnaît très bien l'intention, c'est que ce n'est pas vraiment un dialogue, parce que vous allez poser une question, il va vous répondre, poser une question, il va vous répondre, mais il ne va pas vous demander des informations sur ce que vous avez fait hier, si vous étiez content, etc. Il ne va pas être proactif. Donc ce qui va arriver, c'est justement de gérer les contextes bien mieux, d'analyser les conversations, d'historiser les conversations que vous avez faites avec le bot et de pouvoir proposer des services un peu plus profonds et des dialogues un peu plus profonds, d'avoir des actions proactives et puis d'adapter. On va pouvoir maintenant adapter en fait, les réponses du bot à chaque personnalité. Ça va arriver, quoi. Et puis il y a un nouveau métier on comprend ce qui va arriver, c'est le dialogue expert. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas à l'informaticien de créer des dialogues. L'informaticien, il est là pour coder. Donc, ce n'est pas non plus au chef de projet. Data scientist, lui, travaille sur ses données. Donc, il y a un vrai métier qui va arriver, c'est de travailler sur le dialogue. C'est un mélange un peu de journaliste, d'informaticien et de psy, un peu, en gros, quoi. Voilà. Et je te laisse la conclusion. En conclusion, effectivement, ce qu'on a constaté, c'est une maturité des technologies. Il y en a plusieurs qui existent, elles sont robustes, elles fonctionnent, sont simples à utiliser, c'est le deuxième point, et elles ont prouvé une efficacité réelle. Quand on a cette cryptique qui arrive sur le marché, toutes les fois où c'est arrivé, le marché y va. Donc le marché va y aller et il est déjà en train d'y aller. Toutes ces tendances sont confirmées par toutes les études d'experts divers et variés. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous y alliez vous-même dans votre entreprise ou pas, ça va y aller. De la même manière que vous avez vu des gens qui ont révolutionné le marché, comme Airbnb, comme Uber et d'autres, qui ont déstructuré un marché, eh bien de la même manière, vous allez voir probablement des gens qui, sur la base de ce type de technologie, vont innover dans l'entreprise ou en dehors. Mais dans tous les cas, ça va y aller. Et puis maintenant, quand on repart sur les prédictions, vous vous souvenez de la prédiction de Gartner là, sur le fait qu'en 2020, un homme passera plus de temps à dialoguer avec un bot qu'avec sa femme? Vous vous souvenez? Moi, ce qui m'interroge, en fait, c'est que si je comprends bien un bot, on peut lui donner un caractère agréable,
non seulement il répond de manière concise, concrète et utile, et en plus il se souvient de ce que tu lui as dit? Oui, on peut le faire se souvenir. Ouais. En fait, moi je pense que c'est plutôt l'inverse qui risque de se passer. Je ne serais pas surpris de voir de plus en plus de femmes dialoguer avec un bot plutôt qu'avec un homme. Je vous remercie infiniment. Et si vous avez des questions, on va tâcher d'y répondre. Avez-vous des questions? Oui? Je vais vous demander de parler un tout petit peu plus fort parce qu'on n'a pas de micro. Je voudrais savoir ce que vous pensez des chatbots sur les sites e-commerce plutôt. Sur les sites e-commerce, donc qu'est-ce qu'on pense des chatbots sur les sites e-commerce? C'est juste? Ça est arrivé et moi c'est ma question justement, est-ce que j'implémente ça ou pas? Alors, oui. Donc si je comprends bien, c'est quelle est la pertinence de mettre un chatbot sur un site e-commerce? C'est ça? OK. Aujourd'hui, ça va dépendre d'un certain nombre de facteurs. Et ça va dépendre surtout de la complexité de l'offre avec laquelle vous allez interagir avec le marché. Si vous avez une offre qui est extrêmement simple et en gros la personne qui vient acheter sur votre site en 3 clics, elle ne peut pas se tromper, le chatbot ne va pas créer énormément de révolution. Si vous avez une offre qui est un tant soit peu plus complexe ou d'une certaine manière un contexte qui fait que basé sur un certain type d'information, le choix pourrait complètement changer. De plus en plus d'acteurs aujourd'hui font ce choix-là. Patrick présenta le cas d'Airbnb. Oui, parce que ça vous ouvre non seulement une meilleure qualité d'interaction avec votre utilisateur, un lien étendu, mais surtout ça va ouvrir le champ des possibles sur des services dans lesquels votre client n'avait pas forcément conscience. À partir du moment où son choix initial, prenons le cas d'Airbnb, était de trouver la bonne chambre d'hôtel dans le bon hôtel, au bon endroit, au bon prix, et bien une fois qu'il y est, il peut découvrir à travers effectivement un bot des services offerts sur place ou à côté via des partenaires dont il n'avait pas conscience et qui pourraient faire du sens pour lui. Et d'un seul coup, vous étendez, de la même manière qu'on l'avait vu à l'interne, vous étendez le champ des possibles, vous ouvrez des possibilités et vous fidélisez votre client qui va être accompagné tout au long de son voyage avec vous. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Oui, c'est que moi je vois personnellement beaucoup de paniers abandonnés et je me dis que peut-être que si c'est peut-être des petites questions qu'ils ont où ils ne trouvent pas la réponse facilement sur le site qui font qu'ils partent. Alors c'est clairement un des éléments qui va vous permettre de travailler dessus, oui. De comprendre pourquoi un panier est abandonné, de réduire le nombre d'abandons de paniers, voire même de déclencher effectivement un appel d'un conseiller sur un panier qui n'est pas clos dans les temps. Par contre, si vous voulez vraiment le faire et que ce soit un succès, il faut bien le faire. Parce que l'erreur, très souvent, c'est que parce que la technologie peut être simple, sur des solutions cloud, les gens pensent que c'est simple. Et du coup, ils le mettent. Et si le chatbot n'est pas vraiment bien réalisé, vous allez générer de la frustration. Parce que si le chatbot commence à dire « je ne comprends pas », au bout de 3 fois, on dit « c'est bon, il ne comprend pas ma demande, je m'en vais ». Donc il faut être très vigilant là-dessus, à la qualité qu'on va offrir en ouvrant ce nouveau canal de relation client. Il faut vraiment qu'il soit vraiment bien réalisé, quoi. Et qu'il y ait vraiment des données derrière, qui soient bien entraînées. Ça, c'est contrôlé. C'est contrôlé, c'est-à-dire au bout de la 3e question, il peut faire un appel à un support où derrière il y a un humain qui... Oui, ça peut être codé, tout à fait ça. Disait Patrick, non seulement vous pouvez avoir des règles très simples, dire voilà, dès que la 3e question, je ne trouve pas la réponse, j'aiguille, mais vous pouvez même détecter sur les intentions et sur la tonalité des phrases l'humeur. Et lorsque, sur le cas d'un service desk, vous mettez en place des services VIP, parce qu'un VIP, on doit le traiter plus vite, dans vos VIP, ils ne sont pas tous aussi agréables ou désagréables. Certains utilisateurs qui ne sont juste pas VIP sont insupportables et vont vous créer une frustration énorme par rapport à la qualité d'un service rendu, et certains VIP sont gentils comme tout, ils ne vont jamais se plaindre. Là, vous pouvez avoir une solution qui va détecter effectivement l'humeur et, d'une certaine manière, traiter en VIP les gens en fonction de l'état émotionnel dans lequel ils sont. Je sais que le temps passe, je pense qu'on a... Vous avez une expérience avec votre société pour l'utilisation de chatbot dans le cas de sites e-commerce? Vous avez déjà fait ça? Sur les sites e-commerce? En forme de prototype aujourd'hui, oui. De mise en œuvre à large échelle, pas encore. Aujourd'hui en Suisse, parce que c'est principalement en Suisse que l'on travaille sur ces sujets-là. Le marché est plus mature au niveau interne et les sociétés sont plus confortables de tester ça en interne aujourd'hui avant de le tester sur le marché.
Mais sur des sociétés de plus petite taille, on va dire en start-up et PME, oui, on a beaucoup de dossiers, beaucoup de sujets qui sont à l'étude aujourd'hui, parce que c'est un accès au marché qui leur ouvre, encore une fois, une capacité de ratissage qu'ils n'ont pas, parce qu'ils n'auraient pas les moyens financiers d'avoir une force de vente directe à l'échelle. On est en train de livrer un site chatbot pour un site spécialisé dans tout ce qui est frontalier, qui permet de répondre à toutes les questions que les gens se posent à chaque fois. C'est quoi CMU, c'est quoi la MAL, c'est quand est-ce que je peux avoir. Et toutes ces questions comme ça, qu'ils ont toute la journée au téléphone, le chatbot est en train de répondre à ces questions de niveau 1. Donc ce n'est pas du site e-commerce, par contre c'est vraiment du conseil, et c'est vraiment du conseil qui va pouvoir soulager les équipes téléphoniques. Moi, j'aimerais avoir votre avis au niveau juridique quand un chatbot va prendre des décisions, typiquement un chatbot de santé, qui va répondre à des réponses de santé. C'est des questions que les entreprises certainement vont commencer à se poser au niveau juridique. Quand il prend une décision, qui est le responsable de cette décision? Si on prend un cas de santé, ça restera toujours le médecin. C'est le cas avec Watson sur la partie oncologie, ça n'est jamais qu'une aide au diagnostic. Jamais, en tout cas à ce jour, vous aurez une entité qui va déléguer un pouvoir de décision à une machine si l'accountable, ou dans la matrice RACI, moi je le remplace souvent par coupable. De qui coupe-t-on la tête quand il y a un problème? Ce sera rarement du bot. Donc vous avez toujours quelqu'un qui va être accountable de la décision prise. Vous pouvez automatiser un processus sur la base de ce qu'on appelle un pre-approved change, par exemple, dans une entreprise. C'est quelque chose qui est de facto approuvé parce que c'est censé être standard. Demande d'achat. Maintenant, une décision qui va engager une responsabilité lourde, un diagnostic, un investissement financier, quelque chose qui va être soumis à une régulation XYZ, vous devez avoir une instance supérieure qui est, elle, garante. Et dans tous les cas, quand on le prend du cas médical, parce que c'est là que typiquement Watson Oncologie est utilisé aujourd'hui, et en Suisse, ça restera jamais qu'une aide au diagnostic qui va venir lever un doute ou au contraire infirmer un doute. Mais à la fin, ça restera le médecin. On va nous chasser de la salle. Un grand merci à tous. J'espère que ça vous aura été utile et un bon salon.